Bonjour à tous, bienvenue au troisième Café DDG, le rendez-vous mensuel DDG organisé par les éditions VK avec Rivière Avocats Associés. Je vous l'avais promis sur LinkedIn, une petite nouveauté du cabinet. Nous avons le plaisir d'accueillir Simon Moverman en tant qu'avocat au sein du cabinet, donc qui nous rejoint, qui a une longue expérience au sein des collectivités territoriales. Bienvenue parmi nous, Simon. Il a déjà travaillé avec nous sur des éléments de cartographie des risques. Et ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Après, effectivement, avoir parlé lors de la première séance de responsabilité des gestionnaires publics, vous êtes nombreux à nous avoir demandé d'aborder la question de la responsabilité des gestionnaires publics. Bon café à tous. Si on rentre dans le vif du sujet, première question que l'on peut se poser, pourquoi aborder et réaliser une cartographie des risques? Alors la première raison, elle est directement liée au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, rentré en vigueur le 1er janvier 2023, et largement recommandé par les CRC lors de leur contrôle, mais aussi à l'occasion de l'ensemble de leurs interventions, notamment de la Cour des comptes, afin d'anticiper et prévenir les risques liés à la responsabilité des gestionnaires publics. L'idée est de pouvoir cartographier les process de la collectivité de manière à anticiper, mettre en place des plans d'action et prévenir la survenance des risques. Au final, ça revient à mieux maîtriser les risques de votre organisation, les connaître, mais surtout mettre à l'agenda des sujets qui reviennent régulièrement, mais dont vous n'avez pas le temps de vous saisir parce qu'ils ne paraissent pas prioritaires. Et le fait de les poser sur le papier et surtout de coter le risque permet justement de se saisir de ces risques-là et de mettre en place des plans d'action. Un des points importants aussi sur la cartographie des risques, c'est aligner d'une part l'organisation sur l'ensemble de ces enjeux, puisque la sensibilité à l'exposition au risque n'est pas ressentie de la même manière selon les directions dans lesquelles on se trouve, selon sa culture professionnelle. Donc le fait de partager ces risques-là au sein de l'organisation est intéressant. Et chaque fois qu'on a fait l'exercice également avec les élus, on est parfois surpris et on trouve un intérêt fort puisqu'on sait aussi que la responsabilité des gestionnaires publics, et notamment dans l'organisation de la prise de décision, est poreuse entre l'administration et les élus, et qu'il n'y a pas d'un côté les élus et de l'autre côté l'administration. La décision se prend souvent ensemble. Et pour ça, c'est intéressant de sensibiliser aussi les élus à cette question de cartographie des risques, notamment sur les process les plus exposés, on en reparlera tout à l'heure. C'est aussi l'occasion de bien marquer les différences qui peuvent exister entre la responsabilité des gestionnaires publics, le risque pénal. Il y a parfois des liens aussi. On sait que le RGP est un régime infrapénal. Donc, il y a aussi des porosités entre les différents régimes de responsabilité, mais aussi des problématiques de déontologie, de probité, alors qui sont parfois confondues avec les RGP, et en tout cas complémentaires. Positionner le curseur de l'aversion au risque, j'en ai parlé à l'instant, mais on retrouve souvent cette question-là, alors sans caricaturer, mais parfois entre les services techniques opérationnels et les services support, puisque les métiers de l'un est de faire, de réaliser, de sortir du projet dans des temps souvent contraints, et les métiers de l'autre est de sécuriser justement. Donc cette tension, elle est normale. Ce qui est important, c'est de positionner le curseur et que cette dimension de partage du risque soit collectivement positionnée au niveau de la collectivité ou de l'EPCI. Et enfin, dernier élément, ce qui est intéressant dans la cartographie des risques, c'est le partage de la culture de gestion. Donc faire une cartographie des risques et la laisser dans un carton, ça a son utilité, mais on rate une partie de la cible. Ce qui est intéressant, et on le voit bien dans le régime de responsabilité qui touche toute la chaîne de décision, c'est de partager une culture des risques avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés à un moment de la décision. Et donc, selon les collectivités, selon l'organisation de votre processus décisionnel, il faudra bien définir la question effectivement du périmètre de l'étude. Périmètre de l'étude, ça fait partie effectivement des questions préalables qu'il faut se poser. Jusqu'où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez interroger certains process et pas d'autres? Et
est-ce que vous voulez positionner les élus dans l'étude ou, dans un premier temps, réaliser une cartographie des risques au niveau de l'administration, sachant que, bien sûr, et ça fait partie des éléments aussi de calendrier un peu particulier qu'on a aujourd'hui, les élections approchent et vous êtes nombreux à voilà, vouloir attendre les élections, à la fois pour associer les élus après renouvellement, mais aussi pour ne pas créer de prise à l'exposition à certains risques de la collectivité, ne pas créer de débats sur des sujets qui sortent de l'agenda politique du moment. Et enfin, dernière question à se poser, qui associer au sein de la collectivité, à la fois dans la phase de diagnostic, mais aussi dans la phase derrière de diffusion de la culture de risque au sein de la collectivité. Sur le mode d'emploi, alors comment on fait une cartographie des risques? L'objectif est de pouvoir hiérarchiser les risques. Avoir une cartographie des risques avec 100 risques et 100 actions au même niveau, ça n'a pas grand intérêt parce que pendant les travaux, la boutique reste ouverte, c'est-à-dire que vous continuez à avoir vos activités habituelles et vous ne pouvez pas passer tout votre temps à gérer une cartographie des risques. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir identifier les risques les plus importants qui sont caractérisés par le croisement entre une occurrence très probable, donc la probabilité d'un côté, et l'impact de la survenance du risque. Donc, quand vous croisez les deux et que vous notez de 1 à 4 chacun de ces éléments, vous arrivez à une cotation de risque où vous pouvez classifier entre un risque faible, avec une nécessité d'optimisation et de surveillance, mais malgré tout pas indispensable et pas prioritaire, avec un traitement prioritaire, donc un risque qu'on qualifie de critique, et qui permet sur chacun des process d'identifier là où vous devez mener des plans d'action. On travaille également sur la cotation du risque avec un risque brut et un risque net. Le risque net étant caractérisé par les activités que vous avez mis en place pour prévenir un risque particulier. On identifie, pour balayer l'ensemble de ces éléments, l'ensemble des process qui sont les plus exposés. Donc, on retrouve systématiquement les processus financiers, tous les éléments RH, marché public, relations au contrôle des associations, concessions, donc qui sont les points les plus exposés. Il y en a d'autres aussi, on ne peut pas forcément tout balayer aujourd'hui. Et il faut pouvoir définir des sous-processus de manière à effectivement bien qualifier le risque à chacun de ces processus. Voilà, une fois qu'on a fait ce travail-là, on priorise et on définit un plan d'action. Donc, très concrètement, comment ça s'organise? Généralement, on a des cartographies des risques qui ont une durée environ 4 mois, 3-4 mois. On travaille sur une première thématique et une première réunion de lancement qui a été préparée avec le CODIR généralement. Lancement qui permet ensuite de déboucher sur la phase de diagnostic. Donc la phase de lancement, on définit les éléments de calendrier, tous les éléments de préalable qu'on a identifiés à l'instant, de manière à être bien clair à la fois sur la commande, sur l'attente, sur le périmètre, sur le calendrier avec la collectivité. Et ensuite, on lance une phase d'entretien avec les personnes qui ont été identifiées au sein de la collectivité et d'analyse documentaire. Alors, c'est une phase qui est très coûteuse en temps, puisque les entretiens durent généralement 1h30, et une étude documentaire qui est assez approfondie et qui permet de sonder certains points sensibles de l'organisation, soit parce qu'on constate dans la jurisprudence de la Cour des comptes que c'est des points qui ont déjà été contrôlés, voire qui ont fait l'objet de condamnations,
soit parce qu'on les retrouve régulièrement dans les contrôles CRC, ou parce que, par expérience de cartographie des risques, on a pu identifier des points particuliers qui reviennent souvent dans l'organisation des collectivités. Une fois qu'on a réalisé cette phase d'entretien et d'étude documentaire, on a une phase de restitution du diagnostic, généralement avec un format CODIR. Donc cette restitution, elle est intéressante parce qu'elle permet à la fois de croiser l'interprétation qu'on peut avoir des risques qu'on a pu identifier, mais aussi faire ce travail de croisement avec l'ensemble du CODIR. Et on s'aperçoit souvent que l'aversion au risque, que même l'approche du risque n'est pas forcément partagée de la même manière. Pas plus tard qu'hier, on présentait une cartographie des risques et on s'est aperçu que des directeurs au sein d'une même structure ne partageaient pas même la même compréhension des faits autour d'un même sujet. Donc, c'est aussi un exercice de transversalité et de dialogue, parce qu'on sait que le risque au sein d'une collectivité, il n'est pas forcément porté par une seule personne. Mais encore une fois, c'est la chaîne de décision qui est souvent mise en cause. Et l'erreur, la faute, telle que caractérisée dans les infractions définies par la Cour des comptes, reprises par la Cour des comptes, n'est souvent pas l'objet que d'une personne, et le juge va vraiment aller chercher la chaîne de décision. Donc c'est important de travailler sur la chaîne de décision et de la travailler à plusieurs au sein du CODIR. Une fois qu'on a travaillé sur ces éléments, on priorise. Le but n'est pas de faire un plan d'action, comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble du champ de la cartographie des risques, mais bien d'identifier les actions principales avec un peu la règle des 80-20, hein, c'est-à-dire qu'on prend les 20% des risques identifiés qui représentent 80% du risque, et on travaille sur ces risques-là, de manière à ce que ces éléments aient un plan d'action très opérationnel et surtout qui conduisent à des actions qui sont portées par la direction générale et l'ensemble des directions de la collectivité ou de l'EPCI. Et après, la question qui peut se poser effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait cette cartographie des risques? C'est un outil qui se veut dynamique. C'est-à-dire que votre plan d'action, il faut pouvoir identifier régulièrement des points d'avancement. Est-ce qu'on a limité le risque auquel on était exposé? Et comment est-ce qu'on modifie le cas échéant le plan d'action? Est-ce qu'on évalue que ce plan d'action a bien fonctionné de manière à vérifier concrètement que le risque a été, pas forcément éteint, mais en tout cas a été réduit par rapport à l'exposition qui a pu être constatée dans le cadre de la cartographie des risques. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui se posent. Est-ce que, on a balayé, l'exercice est très court, hein, c'est 15 minutes effectivement pour présenter ces éléments et puis pour faire place aux questions. Est-ce que vous avez des questions et est-ce que, Simon, tu as pu identifier des éléments auxquels on puisse apporter des réponses? Oui, merci Pierrick. Il y a une question sur le fait de pouvoir, où pouvons-nous trouver, où pouvez-vous trouver des guides de procédure pour mettre en place une cartographie des risques et adaptée à la strate de la collectivité. Alors, je pense que cette question, elle est intéressante. Alors, il existe des ressources, notamment l'Agence française anticorruption, le site de la HATVP. L'IFACI aussi a publié un guide accessible facilement sur Google. Vous tapez cartographie des risques, collectivité territoriale, et vous accéderez à un document qui est assez bien fait, qui est assez complet. En revanche, la question adaptée à la strate de la collectivité, c'est une très bonne question et vous n'aurez pas forcément de guide qui vous permettra, selon la diversité de votre collectivité, de vous adapter. Comme Pierrick Rode l'a très bien dit, c'est une démarche qui a l'air technique, qui est juridique et qui l'est, avec une vraie rigueur juridique et une comparaison entre les risques et puis ce qui peut ressortir de la jurisprudence, en particulier de la Cour des comptes. Mais c'est aussi une démarche organisationnelle. Et donc,
Pour cela, vous pouvez bien sûr vous approprier les outils et les guides, mais je pense que ça suppose une réflexion en amont stratégique sur le niveau de risque, ça a été dit, mais aussi sur ce qu'est votre structure, et notamment la capacité que vous avez ou pas de mettre en place des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques. Donc, je dirais que je ne suis pas sûr qu'il existe un guide tout fait, adapté aux différentes strates de collectivité. Il y a des ressources très facilement accessibles, mais qu'ensuite, il faut, et au sein du CODIR, se poser la question de la bonne échelle, en fait, pour faire cette cartographie des risques. Elle peut être partielle, potentiellement. Certaines collectivités nous demandent en amont de faire un focus sur des risques qu'ils ont déjà clairement identifiés, parfois presque intuitivement, ce qui n'empêche pas d'aller regarder globalement. D'autres, au contraire, souhaitent à cette occasion scanner, j'allais dire, l'ensemble de leur périmètre. Donc la démarche nécessite un dialogue, elle est très itérative, c'est en ce sens-là qu'elle est intéressante, puisque au cours de la mission, quand on fait des cartographies des risques, il y a un véritable dialogue et progressivement on sent une prise de conscience et une évolution. Donc oui, il existe des ressources pour répondre à la question. J'ai mis dans les questions quelques liens, mais je pense que ça n'empêchera pas d'avoir cette réflexion liée à votre organisation et finalement à votre stratégie dans les mois et les années à venir par rapport à ce sujet-là pour vraiment l'adapter. Alors, une question de Vincent Ranou, concernant la cotation, comment objectiver cette cotation? Alors, on s'est beaucoup posé la question depuis 2 ans et demi maintenant qu'on travaille sur ces questions-là, de la question de l'objectivation du risque. Nous, on a fait une cotation par rapport à ce qu'on peut constater dans les collectivités et à une exposition au risque brute qu'on considère par exemple assez élevée et qu'on qualifie souvent en rouge sur les marchés publics par exemple, parce qu'on considère que c'est des process qui sont particulièrement exposés. Et en fonction des actions qui ont été mises en place par la collectivité, on réduit ce risque et on peut le passer à orange, rarement en vert, parce qu'il y a toujours une forte sensibilité à avoir sur ces questions-là. Mais je dirais que cette cotation, nous, on propose généralement aux collectivités une cotation qu'on a établie. Mais bien évidemment, en fonction aussi de la culture qui peut exister dans la collectivité, on a des collectivités qui sont extrêmement opposées à la fois à des oppositions, à un secteur associatif quérulent qui les attaque sur toutes les décisions, à une sensibilité politique extrêmement forte. Dans ces collectivités, on a tendance à renforcer un peu la cotation. Donc vous avez raison, il y a une dimension un peu subjective. Ce qui est intéressant, c'est de la partager, de la qualifier et surtout que chacun s'approprie cette qualification du risque. Et dans le travail de restitution du diagnostic, on peut faire ce travail justement de confrontation de cette cotation et de vérifier que les membres de la collectivité partagent ce positionnement du risque sur chacun des process. Donc ça fait partie effectivement du chemin à construire avec les collectivités lors de la réalisation de la phase de diagnostic. Une question sur existe-t-il une nomenclature type des risques par fonction ou par métier? Alors, cette nomenclature, nous, on l'a construite parce que on n'a pas trouvé de nomenclature existante sur le sujet. Après, il y a des choses qui sont très bien si vous ne voulez pas forcément être accompagné sur ce sujet, notamment un supplément de la Gazette, moi, que je trouve intéressant, qui est publié tous les ans sur la question de la gestion des collectivités territoriales et qui peut tout à fait servir effectivement de consolidation pour créer sa propre nomenclature et identifier les points que vous voulez auditer. Après, par expérience, il y a des collectivités qui nous ont sollicité sur certains process et pas d'autres. Par exemple, on a pu travailler sur une collectivité uniquement sur le processus décisionnel. Organisation de la décision au sein de la collectivité. Ça fait partie des sujets qui conduisent à une infraction sur décision sans en avoir le pouvoir et qui a été plusieurs fois sanctionné par la Cour des comptes parce qu'on s'est aperçu que le DG avait pu signer des bons de commande au-delà de sa délégation de signature sur les marchés publics.
Donc, ça veut dire qu'il faut bien aligner les arrêtés de délégation de signature avec votre pratique. Et ça, c'est vraiment propre à chaque collectivité. Et il y a un travail qui peut être conduit, et comme le signalait très bien Simon Moverman, qui est à la fois juridique, mais qui a des implications organisationnelles et managériales extrêmement fortes. Donc, c'est vraiment un travail voilà, à mi-chemin entre l'organisation et le juridique qui est à conduire, en tout cas avec un nécessaire alignement entre les deux. Peut-être une question sur le calendrier de Christophe Baroni qui nous demande, en termes d'opportunités et de calendrier, une fois les élections municipales passées, à partir de quel moment peut-on s'engager dans une cartographie des risques? Alors, il y a différents cas de figure. Il y a des collectivités qui font leur cartographie en ce moment, justement, pour avoir les éléments, et c'est encore possible, puisque ça a été évoqué, il faut au moins 4 mois pour le faire, mais en 4 mois, s'il y a une bonne mobilisation, c'est tout à fait possible, de manière à arriver avec les nouveaux exécutifs, avec déjà un plan d'action, en tout cas un diagnostic et un plan d'action à proposer, de manière à, dès le départ, pouvoir partir sur des bons rails, j'allais dire, sur des changements qui sont parfois plus difficiles à faire en cours de mandat, on le sait, avec les habitudes. Donc ça, c'est une option, et certaines collectivités ont pris ce parti-là. Il est aussi possible de proposer cette démarche à l'arrivée du nouvel exécutif ou d'un exécutif identique renouvelé pour là aussi partir sur des bonnes bases. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut se coupler avec la dynamique de formation en formation des nouveaux élus, puisque l'entrée cartographie des risques, on peut l'élargir aussi pour finalement parler des obligations, des bonnes pratiques de gestion publique locale. Et les démarches de cartographie des risques commencent toutes, en tout cas nous, quand on les conduit, par une séance vraiment où on revient un peu aux fondamentaux de formation et d'information, que ce soit pour les cadres, mais aussi parfois pour les élus. Et donc, c'est une deuxième option de lancer cette démarche qui va se permettre aussi de informer les élus et finalement d'aligner cette culture dès le départ, et ensuite de lancer cette cartographie plus opérationnelle dans les mois qui suivent, avec un certain nombre de moments sur est-ce qu'il faut revoir les arrêtés de délégation, qui sont des bons moments pour se poser ces questions et faire un bilan. Voilà, je profite de vous glisser une petite question sondage pour voir où vous en êtes sur la question de la cartographie des risques. Donc, voilà, je vous envoie le sondage si vous souhaitez y répondre. Merci de le faire effectivement sur cette partie-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la cartographie des risques? Alors, effectivement, hein, sur le calendrier, on est sur des calendriers qui sont très variables, et il n'y a pas de bon calendrier, hein. On a aussi des démarches qui sont à cheval, où on fait le volet plutôt administratif aujourd'hui, et puis avec des formations, comme le disait Simon Moverman, qui sont apportées en début de mandat, une partie administration, puis une partie élue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup, notamment sur la question du processus décisionnel, se disent il faut qu'on soit prêt pour le renouvellement du mandat, qu'on se soit posé les bonnes questions. Est-ce que nos arrêtés de délégation de signature sont aujourd'hui bien écrits et cohérents avec le fonctionnement de l'organisation? Et le moment de l'arrivée d'un nouvel exécutif, ça permet effectivement de se poser ces questions et de créer aussi un dialogue avec le président, le maire, sur comment il souhaite fonctionner. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on sort d'un processus purement, je dirais, administratif ou juridique pour aller vers un dispositif de dialogue de gestion. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez ce dialogue, parce que vous êtes extrêmement clair sur l'état aujourd'hui du fonctionnement de la collectivité, vous créez les bases à la fois de la confiance, mais aussi du bon fonctionnement avec votre exécutif. Et surtout, alors, si c'est le même exécutif, ça permet également de reposer certains points de fonctionnement, et c'est l'occasion de le faire. Une fois que vous êtes ensuite parti
sur un fonctionnement et que tout le monde s'y est acclimaté ou adapté, c'est toujours plus difficile de revenir sur ces questions-là une fois que les choses sont lancées, parce que chacun a pris ses marques, y compris entre le maire et les adjoints, y compris entre les adjoints et l'organisation. Donc voilà, c'est des points qui peuvent être intéressants effectivement d'anticiper avant le renouvellement et avant les élections. Alors, n'est-il pas plus pertinent de faire appel à un cabinet extérieur pour réaliser cette cartographie? Simon, tu veux répondre là-dessus? Les deux sont possibles. Ce que certaines collectivités nous demandent aussi, c'est l'intérêt de faire passer par l'extérieur, c'est d'avoir ça, c'est rassurant. Enfin, certains DG nous disent moi, je suis le nez dans le guidon, j'ai pris des habitudes, je pense que je fais bien, je sais ce que je fais moins bien peut-être, ce qui est moins rigoureux, et j'ai besoin et envie de me rassurer avec ce regard extérieur sous un véritable confidentialité. Alors, a fortiori, quand c'est un cabinet d'avocats qui intervient, ça donne la garantie d'une totale confidentialité, et c'est très rassurant, y compris parfois quand on découvre, nous, des petites choses qu'il faudrait changer. Et donc ça, l'externe est une vraie plus-value. Après, il y a la question du temps. On sait bien que ces métiers sont extrêmement prenants et souvent on voit passer, Pierrick et moi sommes anciens DG, on voit passer des choses qu'il faudrait corriger et puis l'urgence suivante arrive. L'intérêt de l'extérieur, c'est que pour le coup, on y consacre du temps et ça oblige finalement à se poser et c'est souvent la ressource qui est la principale. Après, il est possible aussi de le faire soi-même et il est possible aussi d'envisager une formule mixte, j'allais dire, avec une partie diagnostique qui est apportée par l'extérieur et puis des parties qui peuvent être traitées en interne ou et surtout le plan d'action qui peut être piloté par la collectivité, surtout quand elle a des moyens et des services qui sont dédiés à la maîtrise des risques. Donc, j'allais dire, là aussi, toutes les formules sont possibles. Simplement, c'est vrai, le faire uniquement en interne, à moins d'avoir des services dédiés. Et encore, est-ce qu'ils seront en mesure parfois d'avoir un discours assez percutant vis-à-vis d'un maire qui n'a pas envie de changer des habitudes alors qu'il faut les changer? C'est tout l'intérêt aussi du regard extérieur, a fortiori quand c'est un avocat qui le dit. Parfois, ça peut aussi aider à débloquer des situations qui embêtent les élus en disant mais ça va compliquer. Donc, les deux sont possibles et il est possible aussi d'imaginer des démarches mixtes avec des parties gérées en interne et puis l'apport extérieur qui vient apporter tout ce que j'ai pu éviter, qu'on a souvent du mal à mobiliser dans la vraie vie, j'allais dire. Alors qu'on soit clair, hein, souvent la compétence, et même dans la quasi-majorité ou quasi-totalité des cas, la compétence, elle existe dans la collectivité. Mais effectivement, la difficulté, souvent, c'est de mobiliser le temps pour le faire et parfois la capacité à dire des choses un peu difficiles qui ne sont pas faciles à dire en interne. Donc, remettre en cause le process d'un des collègues, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a une forme de susceptibilité qui peut exister. Donc, voilà, donc c'est pas forcément évident à faire en interne. On le voit dans des réunions de restitution qui peuvent être parfois un peu soumises à la critique ou à un sentiment de remise en question. C'est un sujet qui revient souvent. Alors, Delphine Deren nous demande de revenir sur la question du 80-20. Alors, 80-20, c'est un chiffre, c'est un repère qui permet de se dire dans 80% des actions qu'on a pu identifier ne sont pas forcément les principaux leviers de la gestion du risque. Et on peut se concentrer sur 20% des points de diagnostic qu'on a pu identifier, qui, eux, représentent 80% du risque. Voilà. Donc, on reprend une formule bien connue des 80-20, mais c'est 20% des actions représentent 80% du risque. Donc, plutôt que de s'époumoner à mettre de l'énergie sur 50 ou 100 actions, on va se concentrer sur une dizaine d'actions et qui, elles, seront plus efficaces, mieux portées, mieux comprises par tout le monde et qui, surtout, seront les vrais leviers, les véritables leviers de la gestion du risque au sein de la collectivité. S'il n'y a pas de dernière question, on arrive à l'issue de notre 30 minutes. Je sais que votre temps est précieux, d'où ce format effectivement de 30 minutes pour aborder le sujet.
Et je vous donne donc rendez-vous avec les éditions VK le mois prochain, le 5 décembre prochain, pour parler justement de la période de préparation et de renouvellement de mandat. Donc, comment bien se préparer et réussir les premières étapes après le renouvellement du mandat. C'est fini pour ce Café DDG. Merci à vous et on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci, au revoir.